Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les titres. Au sommaire de cette édition, les excellents reçus à Koulouba, ils sont 160 nouveaux bacheliers à être primés pour leur performance au baccalauréat. Nous ferons le point avec Alocine Touré. Sortis hier de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité, ils sont 30 officiers supérieurs dont 2 personnels féminins. Ouverture hier au Burkina Faso de la 17e édition du Salon international de l'agriculture de Ouagadougou-Siao. Le Mali est l'invité d'honneur. Le thème de l'édition 2024 est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Mouadou Fane et Alou Bekouni. À suivre la page des sports en fin de journal avec Famoulou Dourté, on parlera du tournoi UFOA. Les cadets maliens font leur deuxième sortie ce samedi. Nous parlerons également de la finale de la CAN 2024 de beach soccer qui met aux prises ce samedi le Sénégal et la Mauritanie. Rendez-vous en fin de journal avec Famoulou Dourté. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Le Mali célèbre ses champions dans le domaine de l'éducation. Ils sont en effet 160 nouveaux bacheliers, toutes séries confondues, à être primés pour leurs performances scolaires au baccalauréat. Le président de la transition a présidé hier une cérémonie de remise des prix aux récipiendaires et a prodigué à l'occasion des conseils pour réussir dans la vie grâce au courage et la détermination. Le compte rendu de Alocine Touré. En cette veille de reprise de l'année scolaire, les autorités du pays ont à cœur de magnifier l'excellence en encourageant les plus méritants des bacheliers. Des prix et des tableaux ont été décernés aux premiers, deuxième et troisième de chaque filière. Ils sont donc au total de 160 nouveaux bacheliers à être sélectionnés et primés. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Votre sacre d'aujourd'hui intervient à un moment où notre système éducatif est à la croisée des chemins, à un moment où il a besoin d'exemples, de modèles. Vous êtes de ces modèles-là. Bintou Flamso Diallo, porte-parole des récipiendaires. Nous sommes jeunes, certes, mais nous sommes conscients des défis auxquels le Mali, notre pays, fait face. Nous ferons hisser partout avec bonheur le drapeau du Mali. Le président de la transition, dans un hommage empreint d'espoir, a rappelé aux lauréats l'image que la nation garde de leur parcours, celle d'une jeunesse brillante et qui incarne l'avenir tout aussi brillant de notre pays. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Le peuple malien a réclamé lors des assises nationales de la refondation une réforme de notre système éducatif afin qu'il réponde mieux aux besoins de développement économique et social du pays. Convaincu de cette impérieuse nécessité, le gouvernement s'est engagé dans des réformes ambitieuses, résolument tournées vers l'avenir. Nous avons organisé les États généraux de l'éducation, déterminés à faire de notre école un outil de développement harmonieux et durable. Ce processus de transformation ne peut se réaliser sans l'engagement de tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, parents et responsables administratifs. Qu'on soit élève, on veut réussir. Qu'on soit artisan, on veut réussir. Qu'on soit politicien ou diplomate, on veut réussir. Donc c'est pour vous dire que l'homme a été conçu pour réussir et non pas pour échouer. Donc ça, c'est la question fondamentale que nous devons tous comprendre et accepter. Donc, pour réussir, il y a des questions fondamentales que vous devez garder à l'esprit de façon permanente. C'est-à-dire, la première question est de savoir quel genre d'avenir voulez-vous créer? Quel genre d'avenir voulez-vous réaliser? Ça, c'est la première question fondamentale qu'il faudra toujours se poser. La deuxième question est quel genre d'homme ou de personne voulez-vous devenir?
Les réponses à ces deux questions vont vous donner une vision claire du type d'avenir dont vous voulez créer ou le type d'homme ou de personnes dont vous voulez devenir. L'espoir est désormais permis que notre pays se dote de ressources humaines hautement qualifiées à même de réussir la transformation de notre société. Sortie de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. Au total, 30 officiers supérieurs de forces de sécurité, dont 2 personnels féminins, constituent cette première cohorte qui a fait 7 mois de formation sur plusieurs modules en rapport avec les nouveaux enjeux sécuritaires sur le plan national et régional. Avec comme devise s'inscrire pour protéger. L'école d'état-major des forces de sécurité est un établissement d'enseignement militaire supérieur de premier degré. Elle est une volonté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ce premier lot formé est composé du haut cadre de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la protection civile et de la garde nationale. Les détails avec Aridou Matina dans nos éditions futures. L'état-major général des armées qui informe l'opinion que dans le cadre des missions offensives de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes, le mardi 22 octobre 2024, des frappes aériennes ont ciblé un groupe armé terroriste au sud-ouest de Bouchbéa dans la région de Tombouctou. Ces frappes ont détruit un pick-up de logistique avec à son bord certains responsables terroristes longuement recherchés et suivis dans le secteur. Les premiers indices de l'exploitation des frappes confirment la neutralisation de Mohamed Oulabat, un grand logisticien et émissaire du chef de la Katiba de Tombouctou. Abdoulatif Ali-Insari, chef des opérations du secteur de Zouira. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent. 9h06. Le processus d'insertion socio-économique des migrants se poursuit donc. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine dans ce cadre a lancé une formation au profit de 40 d'entre eux. Ils seront formés au métier de bâtiment, des travaux publics et de la transformation agroalimentaire. On fait le point avec Ali Abdoulaye Touré. La présence de 2 membres du gouvernement pour lancer cette session de formation au profit de 40 migrants marque l'importance que le gouvernement du Mali accorde à la question de la réinsertion socio-économique des migrants maliens de retour. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le retour au pays après une expérience migratoire souvent difficile peut représenter une nouvelle chance, un renouveau. Et cette transition exige un accompagnement adéquat pour permettre à ces hommes et ces femmes de réintégrer le tissu économique et social de notre pays. En investissant dans la formation des migrants de retour, nous investissons dans l'avenir de notre pays. Ces formations sont conçues pour doter les bénéficiaires de compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail, favorisant ainsi leur insertion sociale et économique. La présente session de formation portera sur 3 secteurs porteurs d'emploi. Il s'agit du bâtiment, de la transformation agroalimentaire et de la coupe et couture. Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. La cérémonie prouve qu'il est possible d'offrir des perspectives à nos enfants qui retournent au pays dans des conditions souvent très difficiles. Cette année 2024 a battu tous les records, avec plus de 8000 cas de retour depuis seulement le 1er janvier à nos jours. Et nous nous préparons à en accueillir des milliers d'ici la fin de l'année. Les accueillir reste une obligation. Les accueillir dignement en leur offrant des pistes pour leur réintégration dans leur communauté d'origine constitue un droit pour eux, autant qu'une lueur d'espoir. Les bénéficiaires de cette session de formation ont été invités à suivre avec assiduité les différents modules qui seront développés par les formateurs. AES Actualité. Nous sommes au Burkina Faso, ouverture hier de la 17e édition du Salon international de l'agriculture de Ouagadougou CIAO 2024. Les artisans venus de plus de 22 pays d'Afrique rivaliseront par leur savoir-faire dans 700 stands à travers leur créativité. Le thème de l'édition 2024 est Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Le Mali, invité spécial tout comme le Niger, est représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et son collègue en charge de l'Industrie et du Commerce. La cérémonie d'ouverture était présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mamadou Fane et Alou Bekone.
Les artisans de plusieurs pays d'Afrique sous les feux de la rampe durant 10 jours à Ouagadougou à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'artisanat CIAO. Environ 3500 exposants venant de diverses horizons sont attendus à cette rencontre internationale dont la cérémonie d'ouverture était présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Le Mali prend part à cette édition avec une forte délégation de plus de 100 personnes qui exposeront le savoir-faire de l'artisanat malien. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous attendons d'eux, comme toujours, des distinctions, des trophées, mais surtout pour marquer l'image du Mali, l'image de la créativité malienne à l'occasion de cette édition. Le thème de cette édition est Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation, un thème qui est d'actualité dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali et le Niger sont les invités spéciaux de cette édition. Ouagadougou, Mamadou Fane, Alou Bekone. La 17e édition du CIAO est donc placée sous le thème central artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Cette thématique, selon le ministre burkinabé du Commerce, reflète la vision du chef de l'État de faire des jeunes un moteur de développement en passant par les métiers de l'artisanat. Écoutons Serge Nyahoundin Ponda au micro de Mathieu Somda. La 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Cette édition, en plus des différentes innovations qu'elle induit, a une particularité et une importance en ce sens que du fait du thème central qui met le lien entre l'artisanat, l'entrepreneuriat des jeunes et leur autonomisation constitue une actualité aujourd'hui. Comme vous le savez, il s'agit d'un secteur qui a un très fort potentiel donc, de création de richesses, d'offres d'emploi et donc de possibilités d'offres d'affaires à la frange jeune de notre population. Il s'agissait à travers ce thème et cette édition du Salon international de l'artisanat de mettre en exergue à quel point l'artisanat peut être un vecteur de développement et d'autonomisation de la jeunesse africaine. Et à travers le salon aussi, l'invitation a été lancée à toute la jeunesse africaine à travers le message du chef de l'État de s'y investir, d'entreprendre dans ce secteur, de laisser évoluer leur sens de la créativité afin de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de leur pays, mais aussi à leur autonomisation financière et sociale. Donc il s'agit d'une édition très importante, une édition dont le thème central est d'actualité, et il s'agissait aussi d'un grand défi que le Burkina Faso devait relever à travers son organisation en dépit du contexte actuel et en dépit de toute la propagande qui déconseille la destination Burkina Faso, qui est pourtant une destination très libre, très sécurisée et indépendante. Au Niger, le Premier ministre par intérim, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi et le chef de la délégation du groupe canadien Zimmer ont signé hier un mémorandum d'entente entre l'État du Niger et le groupe Zimmer. À cet effet, je propose de suivre un extrait de l'allocution prononcée par le Premier ministre par intérim à cet effet. La nouvelle vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et ce, conformément aux aspirations légitimes du peuple nigérien, est axée sur le renforcement du dispositif d'exploitation des ressources pétrolières et gazières afin d'améliorer leur contribution à l'économie nationale. La construction de la raffinerie et du complexe pétrochimique à Dosso représente non seulement un projet ambitieux, mais également une opportunité exceptionnelle pour notre pays. Ce partenariat stratégique avec CIMAR s'inscrit dans notre vision de promouvoir une industrialisation durable, génératrice d'emplois et d'opportunités pour nos concitoyens. L'accès à des ressources énergétiques traitées localement est essentiel pour notre développement. Ce projet contribuera à la transformation de nos ressources naturelles, réduisant notre dépendance aux importations et stimulant notre économie locale. L'accent sera mis sur le respect du contenu local, l'une des pièces
maîtresse du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En outre, nous nous engageons à veiller à ce que ce projet respecte les normes environnementales et sociales. Nous restons à l'étranger, à Cali, en Colombie. L'une des plénières de la COP16 a abordé la problématique du financement du cadre mondial sur la biodiversité. Les pays en voie de développement demandent de rendre flexibles les mécanismes de financement de cette convention qu'ils jugent complexes. Il y a au niveau international des obligations difficiles à tenir pour ces pays qui souhaitent aussi la création d'un fonds spécial de la diversité qui sera géré par le secrétariat du cadre mondial de la biodiversité. Envoyés spéciaux à Cali, Siaka Konate et Taïeb Adjabiakoui. La plénière de la COP16 sur le financement du cadre mondial sur la biodiversité a donné lieu à des débats où les groupes régionaux, notamment ceux des pays en développement, sont montés au créneau pour demander un assouplissement des mécanismes de financement afin de faciliter l'accès aux ressources. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les groupes régionaux qui ont quand même mis en exergue toute la nécessité d'avoir des financements substantiels, mais aussi des mécanismes de financement flexibles qui permettront quand même d'assurer la mise en œuvre efficiente et efficace de ces cadres, puisque le financement, c'est le nerf de la guerre. Autre doléance des pays en voie de développement, la création d'un fonds de la biodiversité qui sera géré par le secrétariat du cadre mondial sur la biodiversité, Soumana Fofana. La mise en place d'un fonds spécial géré par le secrétariat de la Convention, quand même, a été aussi une nouvelle proposition qui permettra d'assouplir les conditions d'accès au financement, mais aussi de renflouer ce fonds pour permettre la mise en œuvre harmonisée du cadre mondial, puisque c'est une nouvelle préoccupation au plan international qui nécessite effectivement de mettre en place. Adopté en 2022 par la COP15 au Canada, le cadre mondial sur la biodiversité a 4 objectifs et 23 cibles. La finalité recherchée étant de restaurer la biodiversité fortement dégradée aujourd'hui par l'activité humaine. Kali, Chaka Konate, Taïeb Adjabiakoui pour l'ERTM. Oui, il est là en toute complicité. Famoudou Djourté, bonjour. Bonjour Mouadjara, bonjour à tous. On parle football, tournoi UFOA zone A. Les cadets maliens font leur deuxième sortie ce samedi. Oui, ce sera contre la Guinée-Bissau à 18h GMT. Les Aiglonnais du Mali ont reçu leur entrée en matière en battant la Sierra Leone par 1-0. Une victoire des Maliens cet après-midi contre les jeunes Bissau-Guinéens sera synonyme de qualification pour le dernier carré. Avant même la dernière journée, la Mauritanie et la Sierra Leone ouvrent le bal à 15h. Dans le groupe A, tout se passe bien pour le Sénégal. Les jeunes Lions de la Teranga évoluent à domicile et en tirent profit. Dans un groupe à 3, ils comptabilisent désormais 6 points après 2 matchs. Lors de leur deuxième sortie, ils ont battu les jeunes Scorpions de la Gambie par 3-1. C'était ce vendredi, ce qui les envoie d'office en demi-finale puisque la Gambie et le Libéria n'ont pas encore débloqué leur compteur. Les deux vont devoir se battre pour la deuxième place qualificative lors de leur confrontation à l'occasion de la troisième journée. Je rappelle que seuls les deux finalistes auront leur ticket pour la CAN des Cadis. La finale de la CAN 2024 de beach soccer mettra aux prises ce samedi le Sénégal et la Mauritanie. Ça se passe en Égypte. Oui, cette rencontre ne sera pas seulement un match, mais un véritable affrontement de titans sur le sable de l'Albatros Stadium de Hurghada en Égypte, un derby ouest-africain où chaque équipe aspire à jouer une nouvelle ou une première étoile à son palmarès. Les Sénégalais, forts de leur expérience et de leur performance passée, ont impressionné par leur parcours en éliminant l'Égypte, pays hôte en demi-finale, et en remporté les 4 dernières éditions de la CAN de beach soccer. Le Sénégal aborde cette finale avec une confiance palpable. De son côté, la Mauritanie a débuté ce tournoi sur le chapeau de roue. Sa surprenante victoire contre le Sénégal en phase de groupe 5-2 avait déjà posé la première pierre d'un parcours historique. Les Lions de Chinguetti, qui participent pour la première fois à ce tournoi continental, sont déterminés à écrire leur propre légende. En demi-finale, ils ont fait preuve d'une résilience incroyable en revenant à 4 reprises au score pour finalement battre le Maroc 7-4.
Cette rencontre entre le Sénégal et la Mauritanie est plus qu'une finale. Elle représente une opportunité pour les deux équipes de réaliser leurs rêves. Le Sénégal souhaite conserver son titre et poursuivre sa domination sur le continent, tandis que la Mauritanie vise à décrocher son premier titre majeur et à s'affirmer sur la scène internationale. Les deux sélections sont déjà qualifiées pour le prochain mondial de beach soccer de la FIFA qui aura lieu aux Seychelles du 1er au 11 mai 2025. Bien noté, le premier tour des éliminatoires du CHAN 2025 a démarré ce vendredi. Oui, le Togo, pour espérer décrocher une qualification au second tour face au Niger, doit résoudre l'équation béninoise qui se dresse devant lui. Les éperviers locaux ont reçu la première partie du travail et ils se sont imposés face au Guépard du Bénin ce vendredi à domicile au stade de Kégué par 2-0. Une victoire qui lance également de façon officielle l'aventure du sélectionneur national des éperviers locaux, Koubadia Kader. Entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, Koubadia Kader est à ce jour le seul et l'unique buteur du Togo dans une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 2006 en Allemagne contre la Corée du Sud. 18 ans après, il est sélectionneur de l'équipe A' du Togo, après avoir été sélectionneur par intérim de l'équipe senior du Togo. Ça, c'était entre parenthèses. Le Togo remporte donc la manche aller du premier tour des éliminatoires du CHAN 2025 contre le Bénin avant de se déplacer pour le retour le 3 novembre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. 9 matchs sont concernés par ce premier tour préliminaire aller. Les matchs retour du premier tour sont programmés du 1er au 3 novembre 2024. Pour le Ballon d'Or africain 2024, deux principaux prétendants sont en lice. Qui sont-ils? Seydou Guirassy, l'attaquant guinéen évoluant en Bundesliga, a impressionné avec 30 buts marqués la saison dernière pour Stuttgart, le propulsant parmi les meilleurs buteurs du championnat avant son transfert au Borussia Dortmund cette saison. Son parcours plutôt solide avec l'équipe de Guinée lors de la CAN éliminée en quart de finale face à la République démocratique du Congo renforce sa candidature. De l'autre côté, Ademola Lookman, international nigérian, se distingue aussi après une performance décisive avec l'Atalanta en Série A et un triplé en finale de la Ligue Europa. Il a également conduit le Nigeria en finale de la CAN. Sa régularité et ses succès en club est en sélection le place en tête des favoris. Les autres candidats notables sont le Marocain Soufiane Raimi qui a marqué les esprits aux Jeux Olympiques de Paris et en Ligue des Champions asiatiques, bien qu'il soit désavantagé par sa non-sélection pour la CAN, et le gardien sud-africain Ron Williams qui s'est distingué à Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et dans le championnat africain, bien que son poste limite souvent ses chances pour ses distinctions individuelles majeures. La compétition s'annonce donc serrée entre Lookman et Guirassy avec un léger avantage pour Lookman grâce à son parcours exceptionnel cette année. Alors, Salima Mukasanga, l'arbitre rwandaise de football, a annoncé sa retraite à l'âge de 36 ans. Oui, première femme africaine à abriter des matchs masculins en Coupe d'Afrique des Nations et à officier lors de la Coupe du Monde masculine. Elle quitte le terrain après une carrière exceptionnelle qui a ouvert la voie à d'autres femmes dans l'arbitrage. Originaire du Rwanda, Salima Mukasanga s'est imposée comme une figure incontournable dans l'arbitrage international. En 2022, elle fait sensation en devenant la première femme à officier lors des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations masculines. Le 18 janvier 2022, elle arbitre la rencontre du groupe B entre la Guinée et le Zimbabwe, un moment historique pour le football africain. En 2022, elle franchit une nouvelle étape dans sa carrière en étant sélectionnée pour la Coupe du Monde masculine au Qatar. La retraite de Salima Mukasanga marque la fin d'une époque, mais laisse derrière elle une empreinte indélébile ayant contribué à faire progresser l'arbitrage féminin vers de nouveaux sommets. Le choc des titans, c'est bien à 19h, le Classico Real Barça, premier acte de la saison, c'est ce soir. Oui, après la Ligue des Champions, retour à la Liga pour les deux grands clubs d'Espagne. La 11e journée de la Liga marquera le premier Classico de la saison entre le Real Madrid, deuxième avec 24 points, et le FC Barcelone, premier, 27 points. Vainqueur impressionnant du Bayern Munich 4-1, les Blaugrana se déplacent sur la pelouse d'un Real Madrid renversant cette semaine contre le Borussia Dortmund 5-2. Si les deux clubs l'ont emporté largement face aux deux équipes allemandes, la confrontation historique entre les deux s'annonce plus serrée que
que jamais. Sur les 257 confrontations officielles entre le Real Madrid et le FC Barcelone, la balance penche légèrement en faveur du Real, 102 victoires à 100 pour 52 matchs nuls en championnat. C'est plus serré encore, 77 victoires contre 76 pour le FC Barcelone pour 35 matchs nuls en 188 rencontres, toujours en faveur des Madrilènes. Plus récemment, l'avantage est pour le Real avec 10 victoires sur les 14 derniers matchs contre 4 victoires pour le Barça. Série en cours, 4 succès de suite pour les merengues. Le coup d'envoi du match Real Madrid-Barcelone, comptant pour la 11e journée de la Liga, sera donné à 19h au stade Santiago Bernabéu. Bien noté, rendez-vous donc à 19h. Point final à cette édition présentée par Mohamed Diarra, avec le concours de Alima Ouattara à la mise en œuvre de coordination électorale et réalisation, Adam Maïga et Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Amadi So. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Radio Mali. Au revoir.